Imaginez la scène. Vous vous rendez à un festival en pleine campagne dans l'espoir de trouver de la bière bon marché, des déguisements ringards et peut-être une ou deux aventures d'un soir douteuses. Mais vous tombez plutôt sur une famille de montagnards cannibales dérangés qui considèrent toute la ville comme leur buffet à volonté ouvert 24 heures sur 24. Ce qui commence comme une simple arrestation dégénère rapidement en un véritable cauchemar, avec un patriarche psychotique aux commandes depuis sa cellule de prison et ses fils qui transforment les rues en abattoirs. Sans électricité, sans renfort et sans nulle part où fuir, la survie ne dépend que d'une seule chose, ne pas être le plus bête de la bande. Alors verrouillez les portes, surveillez vos arrière et ne faites confiance à personne derrière un masque. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment survivre au Hillbilly Cannibal dans Détour mortel 5, les liens du sang. Billy et Cruz, deux étudiants, sont en pleine action dans leur tente, inconscients du danger qui les guette à l'extérieur. Alors que leurs ébats se poursuivent, trois silhouettes armées d'outils tranchants s'approchent furtivement d'eux, profitant de la vulnérabilité du couple. Un de ces monstres difformes ouvre la fermeture éclair de la tente et se jette à l'intérieur en brandissant une hache. Billy ne perd pas de temps et assène un violent crochet du gauche à l'intrus qui s'effondre au sol. Billy et Cruz s'empressent de cacher leur nudité tandis que leurs amis Lita, Gus et Julian retirent leur masque. L'attaque n'était en fait qu'une mauvaise blague. Personne n'a été blessé, à part Gus qui a la mâchoire endolorie. Le groupe d'amis profite des vacances universitaires pour se rendre au Mountain Man Festival, une fête d'Halloween endiablée organisée chaque année dans la ville de Fair Lake en Virginie occidentale. Tandis que les autres dévoilent leurs costumes traditionnels de Mountain Man, Cruz et Billy retournent dans leur tente pour s'habiller. En parallèle, une équipe de journalistes locaux prend position dans la rue où le festival doit se dérouler plus tard dans la soirée. La journaliste Kalin termine son reportage et annonce aux autres qu'elle va faire un petit footing pour se vider la tête. Mais alors qu'elle traverse la forêt dans son survêtement jaune vif, quelqu'un surgit de derrière un arbre pour lui barrer la route. Un type bizarre au regard lubrique. Kalin lui lance un regard méprisant et change de direction. Mais un autre individu inquiétant armé d'un couteau apparaît aussitôt de l'autre côté. Les deux types semblent porter des déguisements de Mountain Man, très prisés des festivaliers. Elle en conclut donc qu'ils ne font que plaisanter. Mais lorsqu'un troisième personnage effrayant se met en travers de son chemin, elle en a assez. Elle dit à ce monstre costumé qu'elle n'a pas peur de lui et lui fait un doigt d'honneur avant de se faire couper le doigt d'un seul coup de lame. Kalin réalise alors qu'il ne s'agit pas de gamins inoffensifs déguisés. En réalité, elle est tombée nez à nez avec 3 doigts, 3 fingers, dents de scie, sawtooth, et un œil, one eye, 3 membres de la tristement célèbre famille de cannibales meurtriers. Le sang jaillit de sa main et elle court en hurlant à l'aide. Heureusement, un homme âgé qui passe par là entend ses cris et vient à son secours. L'homme emmène Kalin hors du sentier et il se cache jusqu'à ce que ses agresseurs soient passés. On dirait qu'elle est hors de danger à présent, sauf que Papy n'est pas aussi inoffensif qu'il en a l'air. Alors qu'il l'entraîne plus profondément dans les bois, Kalin est estomaquée quand il lui assène un coup de hache dans le ventre. Puis, il achève son œuvre en lui coupant une main avant d'appeler ses fils pour qu'ils viennent récupérer le corps. Et voilà comment cette famille meurtrière a fait sa nouvelle victime. Ok, flash info, on dirait que la chaîne locale va avoir besoin d'un nouveau reporter. Kalin aurait dû se rendre compte dès le départ qu'il lui faudrait plus qu'une attitude effrontée et un déguisement de Kill Bill acheté dans un magasin à 1 € pour survivre à cette rencontre. Sa première erreur a été de sous-estimer le niveau de danger de la situation. Même si Three Finger avait été un montagnard du coin et un ivrogne, ça ne veut pas dire qu'il ne représentait pas une menace. Une femme seule qui croise un inconnu dans une zone boisée isolée est déjà en position de vulnérabilité. Même si cet inconnu n'était pas un cannibale meurtrier cinglé, elle était seule et physiquement plus faible que ses agresseurs. Alors quand d'autres de ces types louches sont apparus, sa décision de les affronter et de leur dire leurs 4 vérités s'est rapidement transformée en catastrophe. Concrètement, c'est son choix de faire du jogging qui est à l'origine du problème. Courir seul dans une forêt isolée, c'est chercher les ennuis, quel que soit le contexte. Il aurait été plus judicieux de s'en tenir à un sentier fréquenté et bien balisé ou de courir avec un partenaire. Et si elle voulait absolument s'aventurer dans une zone moins surveillée, des mesures de sécurité élémentaires comme un spray au poivre ou un sifflet auraient été indispensables. En fin de compte, Kalin n'a pas su évaluer le danger qui la menaçait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En s'enfonçant seule dans les bois mal préparés et sans protection, elle s'est volontairement ajoutée à la longue liste des victimes des Hillikers. Et elle ne sera certainement pas la dernière. Au campement, la bande se prépare avant les festivités de la soirée.
Billy sort un gros pochon rempli de substances illicites et Julian leur raconte l'histoire du festival. Il explique que quand la ville a été fondée, les mineurs locaux ne s'entendaient pas avec les montagnards. Ça a donné lieu à des conflits territoriaux qui ont atteint leur paroxysme une nuit d'Halloween, pendant laquelle la ville a été ravagée par des montagnards enragés qui ont fait un véritable massacre. Mais curieusement, aucun corps n'a jamais été retrouvé, ce qui a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles les disparus auraient été victimes de cannibalisme. Et ainsi est née la tradition d'Halloween du Mountain Man Festival. Quelque part à proximité, les garçons Hilliker et leur cinglé père Ménard sont en train de découper ce qui reste de la malheureuse journaliste. Il met ses fils en garde contre les dangers de laisser la moindre trace de leur crime, leur expliquant que leur nouvelle planque est bien plus proche de la civilisation que leurs cachettes habituelles. S'ils ne prennent pas soin de faire disparaître leurs traces, la police ne tardera pas à venir fourrer son nez ici. Et il martèle ses propos à coups de clé à molette dans la tête de Sawtooth avant de laisser ses fils finir le boulot. Force est de constater que la paranoïa de Ménard vis-à-vis des flics est largement justifiée. La shérif Angela Carter et son adjoint Kevin Biggs patrouillent dans la région à l'approche du festival. Alors qu'ils se préparent à affronter une nuit agitée par des jeunes ivres et turbulents, Carter reçoit un appel de son mari Jason. Il prend son après-midi et promet de passer au poste plus tard avec des lasagnes. Le dîner étant assuré, les agents poursuivent leur patrouille sans se douter qu'un véritable chaos est sur le point de se déchaîner. Un peu plus loin sur la route, Billy et les autres filent vers le festival à bord de sa BMW. Mais alors qu'il négocie un virage, il fait une embardée pour éviter un homme qui s'avance sur la route et la voiture finit contre un arbre. Les jeunes sortent indemnes, mais la voiture est complètement détruite. Pour aggraver les choses, le vieil homme qui leur a barré la route gît à présent face contre terre sur le bitume. Billy est certain d'avoir réagi à temps pour l'éviter et il s'approche pour voir comment il va. Lorsque Billy, Gus et Julian l'approchent, il se retourne d'un coup et entaille le bras de Billy avec un couteau. C'est Ménard, et ses fils attendent derrière des arbres pour leur tendre un piège. Mais avant qu'il n'ait le temps d'agir, la shérif et son adjoint arrivent sur les lieux et trouvent Billy et ses amis en train de se défouler sur le vieil homme. Les policiers mettent fin à la bagarre et placent tout le monde en garde à vue. Peu après, l'adjoint découvre le sac de Billy rempli d'accessoires de fête dans sa voiture. Quelqu'un va devoir s'expliquer au poste. Et alors que les jeunes et Ménard sont embarqués dans un fourgon de police, la shérif laisse Kevin sur place avec la voiture de Billy dans l'attente de la dépanneuse. Et dès qu'il est seul sur les lieux, les fils dérangés de Ménard sortent des bois et exécutent l'adjoint de façon atroce. Ok, cette escapade au festival commence mal. Que Billy ait détruit sa voiture était déjà assez grave. Mais maintenant, lui et ses amis se retrouvent en route pour le commissariat après une altercation avec ce vieux fou. Mais le pire dans tout ça, c'est peut-être sa décision de prendre sa BM pour un coffre-fort à pièces à conviction. Une fois la voiture détruite, autant jeter vos projets de week-end par la fenêtre. Et c'est doublement vrai avec son sac à malice. Billy roulait avec suffisamment d'accessoires de fête pour se voir infliger plusieurs peines à perpétuité dans un état comme la Virginie occidentale. Donc avant toute autre chose, la priorité absolue était de se débarrasser de la marchandise avant l'arrivée des flics. Jette le pochon dans le coffre, ou mieux encore dans les bois à proximité, et ensuite tu t'inquiéteras de voir comment va le vieux que tu n'as définitivement pas renversé. Sans substances illicites pour mettre ta crédibilité en doute, tu pourrais même convaincre la shérif que ce vieux schnock était l'agresseur et éviter complètement d'être arrêté. Enfin, peut-être pas. Cette équipe de policiers ruraux de choc ne semble pas vraiment faire partie des plus futés. Prenez cet adjoint. Il voit 3 pecnos armés courir droit vers lui et décide d'attendre de voir ce qui va se passer. Quand il lui tire 2 flèches dans les jambes, il n'a toujours pas la présence d'esprit de dégainer son arme de service. Et à la fin, l'adjoint Kevin meurt avec son arme toujours dans son étui. On peut donc le considérer comme le policier le moins prompt à appuyer sur la détente de toute l'histoire. Et même s'il n'avait pas l'intention de se défendre, il aurait au moins pu profiter de ces derniers instants pour avertir sa supérieure par radio de ce qui allait se passer. Mais dans tous les cas, notre shérif va bientôt découvrir que les ennuis ne font que commencer. La nuit tombe et le festival commence. Billy, ses amis et Ménard se retrouvent tous derrière les barreaux au commissariat. Billy fait recoudre sa blessure par le médecin local et les autres prennent la mesure de la situation. Cruz craint que cette arrestation lui fasse perdre sa bourse d'études, voire pire, qu'elle soit purement et simplement renvoyée. L'avenir de ses amis étant en jeu, Billy décide de se sacrifier pour l'équipe. Il explique à la shérif que la drogue lui appartenait et que les autres n'y étaient pour rien. Comme elle a besoin de libérer des cellules pour accueillir la foule turbulente du festival, elle accepte à contre-cœur de relâcher les autres. Mais Billy reste en détention. Cruz, Lita, Gus et Julian vont donc s'installer dans un hôtel voisin, promettant de lui apporter à manger plus tard. Ménard tente d'amadouer la shérif pour être libérée. Quand elle refuse, il lui demande s'il pourrait au moins être transféré dans une autre cellule, loin de l'ivrogne inconscient qui occupe la couchette dans la sienne. Mais la shérif intransigeante ne veut rien entendre et retourne à son bureau pour s'attaquer à la paperasse. Dans la rue, l'équipe de journalistes est déconcertée par le retard de leurs collègues.
Ce n'est pas le genre de câline de disparaître ainsi, et ils vont devoir faire sans elle. L'émission se poursuit donc, et les filles Silly Cœur se fondent dans la foule du festival. Leur apparence défigurée se mélange parfaitement aux autres costumes de Pecno, et ils fouillent les environs à la recherche de leur père. Au commissariat, la shérif Angela a découvert la véritable identité de Ménard dans les fichiers de police, et constate qu'il est activement recherché pour meurtre. Elle appelle rapidement les US Marshals, qui lui disent qu'un véhicule viendra chercher le dangereux fugitif vers 10h le lendemain matin. Quand elle annonce la nouvelle à son prisonnier, Ménard déclare avec jubilation qu'elle ne vivra pas assez longtemps pour assister à son départ. De l'autre côté de la ville, les garçons travaillent d'arrache-pied pour aider leur père à mettre ses menaces à exécution. Ils commencent par renverser une antenne relais avec leur puissant véhicule, coupant ainsi le réseau téléphonique de toute la région. Ensuite, ils entrent dans la centrale électrique locale en sectionnant le cadenas de la grille pour couper l'électricité de la ville. L'unique gardien les repère sur les caméras de sécurité et se précipite, pensant qu'il s'agit simplement de jeunes en état d'ébriété venus faire des bêtises. Une erreur qui s'avère rapidement fatale, parce que les garçons lui montrent un transformateur sous tension d'un peu plus près. Et c'est un blackout total pour le gardien et pour le reste de la ville. Ok, quel rebondissement de choc! Dès que Carter apprend que Papy Chelou est en réalité un meurtrier vivement recherché, elle doit repenser toute sa stratégie. On n'est plus dans une situation où il suffit d'attendre les Marshals le lendemain matin. Il faut prendre les devants. Relâcher les jeunes prisonniers et continuer à s'occuper de la paperasse revient pratiquement à provoquer une tragédie. La décision la plus judicieuse est de rappeler tous les agents disponibles au poste, de doubler les gardes et de verrouiller le bâtiment comme s'il s'agissait d'une véritable forteresse. Il ne faut pas partir du principe qu'on a jusqu'à 10h. Il faut envisager que quelqu'un est déjà en route pour faire de votre nuit un véritable enfer. De l'autre côté de la ville, le gardien de la centrale électrique agit avec un optimisme démesuré, convaincu qu'il a affaire à des petits festivaliers ivres qui ont défoncé la clôture pour s'amuser. Mais même si c'était vrai, la bonne réaction face à plusieurs intrus qui pénètrent dans une infrastructure essentielle n'est pas de prendre une lampe torche et d'aller s'en occuper seul. C'est un scénario qui exige d'appeler des renforts. Un point, c'est tout. Au minimum, on alerte les autorités et on attend les renforts. Si on tient absolument à s'en occuper seul, il ne faut pas le faire complètement désarmé face à plusieurs inconnus dans un environnement industriel sombre. Mais non, lui, il se précipite seul et finit comme personnage principal d'une vidéo de sensibilisation au risque professionnel. Et pourquoi? Il ne le pèse certainement pas assez pour prendre le risque d'affronter directement 3 intrus armés. Mieux valait signaler le problème et rester en vie assez longtemps pour qu'une personne qualifiée puisse s'en occuper. En sautant cette étape, il a fait accélérer le plan des Hillbillies. Plus d'électricité, plus de communication et plus personne pour avertir les habitants de la ville que la situation a officiellement dégénéré. Ménard laisse échapper son rire sadique lorsque les lumières s'éteignent au poste. Il déclare que ses garçons viennent le chercher, ce qui signifie que la shérif et les autres prisonniers vivent leurs derniers instants. L'ivrogne appelé Mose est réveillé, et il est complètement paniqué par l'attitude menaçante de son compagnon de cellule. La shérif Angela déverrouille alors la cellule pour le libérer, mais Mose propose de rester pour lui prêter main forte. Les agents étant tous mobilisés pour le festival, Carter pourrait bien avoir besoin de renfort si son prisonnier survolté venait à faire des siennes. Mose va chercher des lampes torches dans la réserve, pendant que Carter essaie de joindre l'adjoint Mike par radio. Mais il est occupé à assurer les relations avec la population, et les autres adjoints ne répondent pas non plus. Il semble donc que la shérif Angela soit livrée à elle-même. Au motel, la bande tente de tirer le meilleur parti de cette coupure de courant. Cruz décide d'apporter à Billy le dîner qu'il lui avait promis. Guidée uniquement par la faible lueur d'une lampe torche, elle se dirige vers le commissariat. La foule du festival semble avoir disparu, jusqu'à l'apparition d'un seul Mountain Man inquiétant avec un masque d'enfant. Cruz fait demi-tour pour s'enfuir, mais le type la poursuit à travers les rues désertes. À l'hôtel, Julian en a assez de tenir la chandelle avec Gus et Lita, et il décide lui aussi d'aller voir Billy. Et avant de sortir, il jette négligemment son couteau sur le sol de la chambre du motel. Pendant ce temps, le petit jeu de cache-cache de Three Finger touche à sa fin. Alors que Gus se prend un ballon rempli de peinture lancé par des voyous du coin, le montagnard dérangé est à un pâté de maison de là en train d'éventrer Cruz. Ok, on dirait que Billy n'aura pas son dîner finalement. Le fait que Cruz parte seule dans des rues qu'elle ne connaît pas juste après que l'électricité et le réseau mobile aient mystérieusement cessé de fonctionner est déjà une énorme erreur. Mais ce qui scelle vraiment son sort, c'est le manque de coordination. Si Julian comptait rendre visite à Billy quelques minutes plus tard, pourquoi ne pas accompagner Cruz? D'après sa rencontre avec les locaux et leurs ballons de peinture, il est clair que les cannibales ne sont pas les seuls fauteurs de troubles à rôder dans les rues ce soir. Mieux vaut rester ensemble, parce que l'union fait la force. Mais Cruz part seule et Julian la suit plus tard, créant ainsi 2 cibles faciles à éliminer. Pour aggraver les choses, Julian laisse son couteau au motel avec autant de désinvolture qu'un emballage de bonbons.
On n'abandonne pas son seul et unique objet défensif juste avant de s'engager dans une rue déserte plongée dans l'obscurité. Même s'il n'est pas du genre Rambo, mieux vaut avoir quelque chose en main que de se retrouver les mains vides quand les choses tournent inévitablement mal. La situation générale incite à la prudence. Des rues désertes, pas d'électricité, pas de téléphone et une absence suspecte de festivités. La bonne décision serait que tout le monde reste où il est, verrouille les portes et attende le lever du jour ou des consignes officielles. Mais le groupe ignore les signes de danger et continue de se séparer pour des quêtes secondaires. Les conséquences sont prévisibles. Plusieurs groupes isolés face à une famille de tueurs fous et un nombre de victimes grandissant. Julian arrive au poste et constate que Cruz n'est jamais arrivé avec le repas de Billy. Ménard commence aussitôt à menacer tout le monde. Julian décide donc de rester et de donner un coup de main si les choses tournent mal. Au motel, Lita et Gus profitent pleinement de leur moment d'intimité. Après leurs ébats, Lita saute dans la douche du motel, tandis que Gus savoure un plat à emporter. Mais son repas est bientôt interrompu par des coups à la porte. Il ouvre et tombe sur One Eye, qu'il prend pour un simple ivrogne du coin et qu'il envoie balader. Mais les coups continuent malgré ses avertissements. Sawtooth se joint alors à la fête. Les frères meurtriers maîtrisent rapidement Gus et entrent dans la chambre. Lita entend le vacarme depuis la salle de bain et s'habille à la hâte. Elle jette un coup d'œil prudent par la porte et n'aime pas du tout ce qu'elle voit. Elle referme donc la porte et cherche quelque chose à utiliser comme arme avant de prendre une barre du porte-serviette. Elle se cache ensuite derrière la porte de la salle de bain au moment où One Eye fait irruption et commence à fouiller dans l'armoire à pharmacie. Profitant de l'effet de surprise, elle le frappe à la tête et tente de s'enfuir. Mais un seul coup porté avec une pauvre barre de serviette n'a que peu d'effet sur ce monstre, et One Eye la plaque facilement au sol. Ok, rien de tel que des invités indésirables pour gâcher l'ambiance. Ouais, Gus cherche clairement les ennuis en ouvrant la porte à des inconnus, non pas une, mais 2 fois. Premier coup à la porte, pas de problème, va voir. S'il s'agit d'un type louche, dis-lui de dégager. Ça devrait s'arrêter là. Mais pour le deuxième coup, mieux vaut simplement ignorer le problème et voir s'il disparaît. Ouvrir la porte une nouvelle fois ne fait que donner à la situation une deuxième chance de mal tourner. Ce qui a été le cas d'ailleurs. Lita se rend compte que quelque chose cloche et essaie de s'armer. Le porte-serviette ? Ouais, mais si vous êtes enfermé dans une salle de bain, vous avez accès à une des options les plus fiables pour frapper avec force, le couvercle du réservoir des toilettes. Il est lourd, solide et capable de causer de réels dégâts. Un gros coup à la tête devrait suffire à mettre hors d'état de nuire n'importe quel agresseur et vous faire gagner un peu de temps pour vous échapper. Ou mieux encore, n'attaquez pas du tout. Écoutez, c'est pas pour rien qu'on l'appelle One Eye. Ce type n'est pas des plus observateurs et il ne semble pas la remarquer derrière la porte de la salle de bain. Au lieu de se jeter sur lui avec une arme de pacotille, Lita aurait dû simplement rester silencieuse et attendre qu'il s'en aille. Mais elle transforme une situation où la discrétion est de mise en une confrontation, révèle sa position et se retrouve dans un combat qu'elle n'a aucune chance de gagner. Alors que Lita se débat au sol, elle a du bol parce que le couteau de chasse de Julian est toujours là et elle parvient à poignarder One Eye avant de s'enfuir vers la porte. Billy s'inquiète de plus en plus de l'absence inexpliquée de Cruz. Il semble qu'elle soit enfin arrivée lorsqu'on frappe à la porte du poste. Mais ce n'est que Jason, le mari de la shérif, qui apporte des bougies. Alors que la shérif lui raconte les détails de sa nuit de folie, Jason encourage sa femme à finir sa journée plus tôt et à laisser un de ses adjoints prendre le relais. Elle explique qu'elle n'arrive à joindre aucun d'entre eux et que de toute façon, elle doit rester pour surveiller ce dangereux fugitif. Ménard intervient alors avec une nouvelle remarque ouvertement menaçante et Jason décide de laisser sa femme s'occuper du problème en promettant de revenir avec des sandwichs. Ailleurs, les fils de Ménard se livrent à leurs frasques habituelles. Ils ont ligoté Gus à l'arrière de leur dépanneuse et lui assènent des coups de masse sur les jambes. Plus tard, Ménard est ravi d'entendre le klaxon du camion à l'extérieur du commissariat. Et quand le shérif regarde par la fenêtre, les garçons jettent Gus dans la rue et s'enfuient. Julian, Mose et la shérif se précipitent à l'extérieur alors qu'il hurle à l'aide. Mais il est trop tard. Les Hilliker font demi-tour avec leur véhicule et écrasent leur nouvelle victime avant de disparaître. Ok, les occasions manquées commencent vraiment à s'accumuler. D'abord, il y a Lita. Juste au moment où on croit qu'elle est fichue, elle met miraculeusement la main sur une arme redoutable et parvient à porter un coup à son agresseur. Et si un petit coup suffit à lui permettre de s'échapper, elle et ses amis sont encore loin d'être hors de danger pour autant. Lita, quand la vie te tend un couteau de chasse, finis le travail, ou au moins arrache l'œil qui reste à One Eye pour diminuer le danger qu'il représente. Ensuite, il y a Jason, le mari de la shérif, qui n'a apparemment rien compris à la situation. Il y a une coupure de courant, tous les adjoints sont aux abonnés absents, et le seul renfort dont dispose ta femme pour surveiller un dangereux fugitif, c'est l'ivrogne du village. Tu ferais mieux de déposer tes bougies et de te tirer. Si Jason était resté au poste 5 minutes de plus, il aurait vu ce qui est arrivé à Gus et compris que la dernière chose dont ils ont besoin, ce sont des sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture. Reste sur place pour aider à sécuriser le bâtiment, surveille le prisonnier et assure-toi que ta femme ne se retrouve pas en infériorité numérique face au chaos qui se déchaîne manifestement à l'extérieur. Parce que maintenant
que les garçons ont amené la bataille au poste, les choses ne feront qu'empirer. La shérif Angela et Mose éloignent Gus de la rue tandis que Julian est pris de haut le cœur à la vue du corps mutilé de son ami. À présent, il est clair que Ménard ne plaisante pas. La shérif libère donc Billy de la cellule voisine de celle du forcené. Elle nomme ensuite les 3 garçons adjoints et leur remet des fusils. Elle dit à Billy et Julian que s'ils l'aident, elle fera tout son possible pour leur obtenir une peine légère pour leurs crimes. Billy veut chercher des renforts, mais la shérif exige qu'ils restent ensemble et attendent les secours. Elle explique que leurs agresseurs veulent qu'ils se dispersent, ce qui les rendrait plus faciles à attraper. Les lignes téléphoniques sont toujours coupées, mais Mose se souvient avoir vu une radio à ondes courtes dans le magasin de l'autre côté de la rue. Et le commerçant dispose même d'un générateur de secours pour la faire fonctionner. Alors tandis que les autres restent sur place pour monter la garde au poste, Carter décide de traverser la rue et d'utiliser la radio pour demander de l'aide. Ménard souligne immédiatement la stupidité de cette stratégie. Et il demande qu'est-il advenu du principe de rester ensemble. Néanmoins, la shérif poursuit son nouveau plan. Après avoir enfoncé la porte vitrée pour entrer, Carter repère le générateur parmi les vieilleries du magasin. Mais le bruit causé par son effraction attire une attention indésirable. Three Finger s'empare d'une silhouette en carton représentant le propriétaire du magasin et la suit. Dans l'arrière-boutique, la shérif est en train de faire le plein du générateur quand elle entend un rire dément provenant de quelque part dans les rayons. Elle riposte par un tir en direction du bruit. Mais lorsqu'elle vérifie, elle a uniquement abattu la silhouette en carton. La shérif fait abstraction de cette distraction et retourne dans l'arrière-boutique pour démarrer le générateur. La radio étant désormais opérationnelle, elle entre rapidement en contact avec Teddy, un radioamateur du New Hampshire à qui elle explique la gravité de la situation en lui demandant de contacter la police d'État de Virginie pour qu'elle envoie des renforts. Malheureusement, il est difficile de savoir si Teddy croit à son histoire. Et avant qu'elle n'ait le temps de le convaincre davantage, le bruit d'un tir retentit de l'autre côté de la rue. Ok, on dirait que la shérif et les autres commencent enfin à prendre la mesure de la situation. La stratégie consistant à rester ensemble et à verrouiller le poste est honnêtement sa meilleure décision jusqu'à présent. Ou du moins ça l'aurait été si elle s'était réellement tenue au plan. Croyez-le ou non, communiquer avec un fumeur de joint au hasard par radio n'est pas exactement le moyen le plus sûr d'obtenir des renforts. Et pendant qu'elle traîne dans le magasin de l'autre côté de la rue, il ne reste plus personne pour monter la garde au poste, à part 2 prisonniers précipitamment nommés adjoints. Alors, quelle est la meilleure chose à faire ? Première option, s'en tenir au plan et rester sur place. Une fois le festival terminé, les vrais adjoints reviendront forcément au poste. Avec du personnel réellement formé, les chances de tenir sa position jusqu'à l'arrivée des marshals le lendemain matin augmenteront considérablement. Mais si vous pensez qu'attendre les renforts n'est pas la bonne solution, il y a la deuxième option. Déterminez qui vous voulez joindre par radio avant de vous précipiter de l'autre côté de la rue. Une ville dotée d'un service de police compétent dispose certainement aussi d'un corps de pompiers ou d'un service d'urgence médicale. En effet, tentez de contacter d'autres services d'urgence par radio au lieu d'appeler n'importe qui au hasard pourrait aider à équilibrer les chances. À la rigueur, une équipe de pompiers ferait de meilleurs adjoints qu'un vieux soulard et un adolescent qui se prend pour Hunter S. Thompson. Au lieu de réfléchir, la shérif Angela laisse la panique dicter son plan d'action. Et elle va devoir faire face aux conséquences lorsque les cannibales intensifieront leur chaos. Lita parvient à regagner le commissariat après avoir frôlé la catastrophe au motel. Mais quand elle frappe à la porte, Mose, qui a la gâchette facile, fait un trou à travers la porte. Lita plonge sur le trottoir pour se mettre à l'abri et atterrit à quelques centimètres seulement de la civière ensanglantée où gît le corps de Gus. Billy se précipite à l'extérieur pour la faire rentrer dans le commissariat. Le vacarme fait également revenir la shérif, et Mose s'excuse d'avoir tiré trop vite. La panique gagne les esprits, et Ménard leur fait une proposition. S'ils le laissent partir, ils auront peut-être la chance de voir le jour se lever. Sinon, ces garçons les massacreront tous jusqu'au dernier. Mais personne n'est disposé à conclure un accord. Billy prononce alors un discours enflammé pour les convaincre de partir à la recherche de Cruz. Émue par ses paroles, la shérif lui tend un fusil et l'envoie en mission. Julian décide de l'accompagner, tandis que Lita et Mose resteront au poste. Les garçons ratissent les rues plongées dans le noir à la recherche de leur ami disparu. Mais Cruz est introuvable. Très vite, ils entendent un rire familier provenant de quelque part dans l'obscurité. Comme le rire se rapproche, ils courent se mettre à l'abri dans une ruelle voisine. C'est là qu'ils découvrent le corps sans vie de Cruz. Et alors que Billy s'effondre de chagrin, Three Finger surgit du coin de la rue. Les garçons se lancent à sa poursuite et tombent droit dans une embuscade tendue par les frères déments. Au terme d'une courte lutte, Billy et Julian se retrouvent tous les deux inconscients sur le trottoir. Billy se réveille un peu plus tard et découvre qu'il a été enterré jusqu'au cou dans un terrain de foot. Et Julian est allongé et enchaîné à côté de lui. Les deux garçons se mettent à hurler à l'aide. Mais leur seule réponse est celle de Three Finger, qui s'approche d'eux à bord d'une chargeuse compacte équipée d'une fraiseuse à neige.
Le cannibale fou effectue un tour du terrain d'une lenteur insupportable pour tourmenter ses victimes, avant de repeindre entièrement le complexe sportif. Ok, c'est en gros une masterclass sur la façon de prendre une mauvaise situation et de l'aggraver de manière spectaculaire. Ça commence par la shérif qui tend un fusil à Billy et l'envoie dans une zone privée d'électricité pour jouer les héros. Vous avez un meurtrier avéré en garde à vue, aucun adjoint, plus d'électricité et votre solution consiste à armer un étudiant sous pression et son pote avec des armes de service? Très mauvaise idée. La seule chose à faire, c'est de garder tout le monde à l'intérieur, de verrouiller les lieux et de garder vos armes pointées sur chaque porte et chaque fenêtre. De son côté, Billy doit mettre un frein à toute cette histoire de mission de sauvetage. Bien sûr, sa copine a disparu et des montagnards meurtriers rôdent dans les environs. Mais se précipiter là-bas avec un simple fusil et son aplomb n'aidera personne. Les fils de Ménard sont déterminés à le libérer, ce qui signifie que le meilleur moyen d'assurer sa sécurité est de maintenir cette situation en restant sur place pour renforcer la défense du bâtiment et non de l'abandonner pour une mission suicide. Chapeau à Julian d'avoir décidé de l'épauler cependant. Malheureusement, 2 têtes ne valent pas mieux qu'une dans ce cas précis. Dès qu'il repère le corps de Cruz, il est temps de limiter les dégâts et de battre en retraite vers le poste. Mais il se laisse entraîner dans une embuscade évidente qui leur fait perdre leur avantage et leurs armes. Au moment où Billy se réveille enterré jusqu'au cou, son sort est déjà scellé. Mais Julian pourrait encore avoir une chance de s'en sortir. Il dispose d'une bonne marge de manœuvre avec cette chaîne attachée à sa cheville. S'il parvient à se placer devant la chargeuse de Three Finger et à faire passer la chaîne dans le rouleau du chasse-neige, il pourrait peut-être se libérer tout en bloquant le mécanisme. C'est risqué, mais c'est mieux que de rester allongé à attendre l'inévitable. Et maintenant que les héros en herbe sont officiellement hors jeu, la shérif Angela compte encore moins d'effectifs qu'auparavant. Et au poste, la situation ne fait qu'empirer. La shérif décide qu'il est enfin temps d'envoyer quelqu'un chercher de l'aide. Et ce quelqu'un, c'est Mose, l'ivrogne du village. Pendant ce temps, Ménard souffle une proposition à l'oreille de Lita, mortifiée. Si elle l'aide à s'échapper, lui et ses fils la laisseront définitivement tranquille. Sinon, elle mourra à coup sûr, puisque la campagne de terreur menée par sa progéniture se poursuivra. Mose se rend sur le site de la fête pour rechercher les adjoints disparus. Aucun signe des tueurs à l'horizon. Et tout commence bien jusqu'à ce qu'il roule sur du fil barbelé et finisse sa course dans un fossé. Adieu la mission de sauvetage. Il est bien amoché par l'accident et se réveille ligoté aux mains des fils Illiker. Ils l'ont emmené au magasin dont il prévoit de refaire la déco à grand renfort d'essence et d'explosifs. La shérif réalise que Billy et Julian ne reviendront pas. Lita tente une dernière fois de la convaincre qu'il faut partir, mais la policière obstinée refuse de s'en aller tant qu'elle n'aura pas vu Ménard traduit en justice. De l'autre côté de la rue, les garçons fourrent Mose dans un baril et mettent le feu au magasin. Ok, attendez shérif, vous aviez un véhicule en état de marche garé à l'extérieur depuis le début? Alors oubliez l'idée d'attendre que du renfort arrive alors que les morts s'accumulent. Il est temps de décamper. Faites monter le prisonnier à l'arrière de la Jeep et filez vers la ville la plus proche. La vieille dépanneuse des Illiker est parfaite pour renverser des piétons, mais elle ne va pas gagner de course automobile. Vous devriez pouvoir les semer assez facilement. Et avec une conductrice compétente comme la shérif au volant, esquiver les pièges devrait être un jeu d'enfant. Si vous parvenez à rejoindre le commissariat le plus proche, vos problèmes seront terminés. Enfermez Ménard dans une cellule de détention provisoire et retournez dans votre patelin avec des renforts pour vous occuper de ses fils. Mais bon, peut-être que la shérif estime que transporter son prisonnier représenterait un risque trop important. Mais envoyer Mose comme dernier espoir de secours, c'était carrément pas une option. Le gars était ivre-mort en cellule il y a 1 heure. Et même complètement sobre, c'est vraiment à lui que vous voulez donner les clés de votre survie? Lita vous suppliait presque de la laisser partir. Alors envoyez-la et priez pour qu'elle ait assez de bon sens pour ne pas foncer sur un fil piège. La shérif Angela entend les hurlements de Mose de l'autre côté de la rue et se précipite à l'extérieur pour voir ce qui se passe. Mais juste avant de partir, elle tend un pistolet à Lita et lui dit de tirer sur toute personne qui franchira la porte. La shérif atteint le perron du magasin au moment même où une bonbonne provoque une énorme boule de feu qui la projette en arrière dans la rue. À l'intérieur de la prison, Lita a Ménard dans sa ligne de mire. Mais le psychopathe au beau discours finit par la convaincre de le libérer de sa cellule. Une fois libre, il tient sa promesse de la laisser en vie. Malheureusement, il lui crève également les 2 yeux avec une lame. Lorsque la jeune fille, désormais aveugle, titube dans la rue, la shérif se relève du trottoir. Et Ménard sort du commissariat, un pistolet à la main. Mais Carter dégaine rapidement son arme et l'atteint à l'épaule avant qu'il ne puisse tirer. Elle ramène ensuite Lita et son prisonnier blessé au commissariat et le remet bien au chaud dans sa cellule.
Ok, pour quelqu'un qui se dit attaché au respect des règles, Carter a pris des risques vraiment stupides. Pour commencer, donner un pistolet à une fille terrifiée et la laisser en charge d'un prisonnier dangereux, c'est la catastrophe assurée. Mais lui dire de tirer sur quiconque franchirait la porte, ses adjoints ne sont-ils pas censés revenir à un moment ou à un autre? Mais le pire dans tout ça, c'est peut-être d'avoir laissé les clés de la cellule à la portée de Lita. C'est une erreur impardonnable. Ménard a déjà essayé de convaincre tous ceux qui voulaient bien l'entendre de le laisser sortir. Et Lita est clairement prête à tout pour échapper à ce cauchemar. Alors, avant de partir sauver Mose, la shérif devrait s'assurer de prendre ses clés ou mieux encore, suivre son plan initial et rester sur place. Tous ceux qui ont quitté le poste jusqu'à présent sont morts. Et le sort de Mose était scellé au moment où vous l'avez envoyé chercher de l'aide. Mais après le départ de la shérif, Lita rate une occasion en or d'en finir une bonne fois pour toutes. Ou au moins de rééquilibrer les forces en présence. Pourquoi laisser Ménard s'en tirer? Pourquoi ne pas l'éliminer maintenant? Après tout, ce type et ses fils ont déjà tué tous ses amis les plus proches. Elle devrait faire bon usage de ce pistolet et s'inquiéter des conséquences plus tard. Dans tous les cas, il serait temps que son équipe marque enfin des points. Et sans plus aucun prisonnier dont elles doivent se soucier, Lita pourrait peut-être enfin convaincre la shérif de ficher le camp d'ici. La shérif Carter bande les yeux de Lita tandis que Ménard la nargue depuis sa cellule. Elle songe à en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Mais son sens de la justice est tout simplement trop fort. Au lieu de ça, elle laisse une nouvelle fois Lita garder un œil, ou rester avec le prisonnier, tandis qu'elle repart dans la rue. Mais à l'extérieur du commissariat, elle fait une découverte choquante. Les consanguins ont ligoté son mari sur le siège avant de sa voiture. Mais quand elle ouvre la portière pour le sauver, elle déclenche un piège qui lui ouvre le ventre. Alors que la shérif tente tant bien que mal de contenir les entrailles de son mari, Threefinger fait irruption sur les lieux au volant de son énorme camion. Après une brève bagarre, la policière incompétente est assommée et emmenée de force par son agresseur. À l'intérieur du commissariat, Ménard continue de torturer Lita à coups de menaces de violence. Quand elle en a finalement assez, elle lutte pour atteindre la porte et s'échappe dans la rue. Les Hilliker s'installent dans le commissariat comme à la maison. Après avoir libéré leur père, les garçons suspendent la shérif au plafond dans une de ses propres cellules. Ensuite, ils apportent des bidons d'essence. Ménard fait ses adieux définitifs à la shérif. Mais avant de partir avec ses enfants, il lui explique le principe du piège auquel elle est reliée. Ses mains étant attachées au-dessus de sa tête, il lui suffira d'appuyer avec son talon pour tendre un fil métallique enroulé autour de sa botte. L'autre extrémité du fil est attachée à la gâchette d'un fusil pointé directement sur son visage. Une solution peut-être préférable à celle de brûler vive dans l'incendie que Ménard s'apprête à déclencher. Sur ce, il met son plan diabolique à exécution et rejoint ses fils dans leur dépanneuse garée à l'extérieur. Alors que les flammes envahissent le commissariat, Ménard sourit avec une satisfaction malsaine lorsqu'un coup de fusil retentit dans la nuit. Ok, shérif, vous n'aviez qu'une seule mission. Garder un meurtrier notoire enfermé pour la nuit et empêcher toute votre ville de sombrer dans le chaos le plus total. Et il faut reconnaître que vous l'avez effectivement gardé enfermé pendant un certain temps. Malheureusement, toutes les autres décisions que vous avez prises en cours de route ont activement favorisé son évasion, comme si vous étiez à son service. Alors, shérif Angela Carter, vous avez merdé. Vous aviez accès à un véhicule en parfait état de marche et vous avez choisi de rester ici. L'électricité était coupée, les téléphones ne fonctionnaient plus, vos adjoints avaient disparu. Et vous vous êtes retrouvé coincé avec un prisonnier dangereux tandis que sa famille menait une offensive sans merci. Vous auriez dû filer vers une ville voisine, la frontière de l'État ou même n'importe quelle station-service avec un téléphone qui marche. Au lieu de ça, vous avez choisi de vous retrancher dans le seul bâtiment où tout le monde savait que vous seriez en espérant que le problème se résoudrait tout seul. Et puis, il y a votre stratégie de gestion du personnel qui se résume en gros à coller un insigne sur n'importe qui pourvu qu'il respire. Un adjoint a disparu ? Pas de problème. Nommons adjoint un étudiant fumeur de cannabis, armons-le et envoyons-le affronter l'obscurité. Besoin de quelqu'un pour chercher du renfort? Allez, quel meilleur candidat que Mose, qui était complètement ivre il y a 1 heure et est partant pour une mission de rédemption suicidaire. En fin de compte, ce n'est pas que vous n'ayez pas essayé. Clairement, vous avez fait de votre mieux. Mais visiblement, ce n'était pas suffisant. Et ça vous aura coûté, entre autres, les vies de tous ceux que vous avez croisés, votre commissariat et une bonne partie de la ville. Cependant, ça va être des funérailles d'enfer à mon avis. Alors préparez-vous à la salve d'honneur, shérif, parce que vous avez vraiment merdé. Lita avance tant bien que mal sans rien voir pour trouver de l'aide. Elle a réussi à rejoindre une des routes secondaires à l'extérieur de la ville, lorsque soudain, elle entend le bruit d'un véhicule qui approche. Elle tente de faire signe au conducteur de s'arrêter. On dirait que le cauchemar est enfin terminé. Ou du moins il le serait si ces automobilistes serviables n'étaient pas justement la bande de montagnards cinglés qu'elle essayait de fuir. Quand elle se rend compte de son erreur, il est déjà trop tard. Lita est montée dans le camion.
Et les monstres des montagnes reprennent la route vers l'inconnu. Détour mortel 5, un classique du genre, un de ceux que je regarde régulièrement rien que pour la brutalité pure et simple qu'il dégage. Et je suis le genre de personne qui fait sursauter le popcorn quand les personnages hurlent et qui crie avec eux. Mais bon, si vous auriez fait les choses différemment dans la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez changé dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et jeter un œil à la playlist de Comment battre pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Je m'appelle Sophie, on se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, passez une excellente journée!